Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Ils sont les citoyens de demain. Alors, comment apprendre à nos enfants à le devenir dès le plus jeune âge? Quel est le rôle de l'école dans l'apprentissage de la citoyenneté? On en parle dans quelques instants avec nos invités. L'élection présidentielle, on va aussi en parler dans la chronique de Mickaël Dorian, qui nous montrera que ce deuxième tour se joue également sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, on finira sur une note sucrée. À quelques jours de Pâques, le chocolatier belge Pierre Marcolini nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Un peu de patience pour les plus gourmands, ce sera en deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord, on retrouve Mickaël Dorian pour l'actu en bref. Mickaël, on commence avec cette mobilisation qui dure depuis hier à la Sorbonne, à Paris. La Sorbonne occupée et bloquée par des centaines d'étudiants et militants d'extrême gauche. Ils protestent contre les résultats du premier tour de la présidentielle. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, ils ont pris pleinement possession des lieux. Des slogans ont été inscrits sur les murs. Hier après-midi, ils s'étaient réunis en assemblée générale dans le grand amphithéâtre pour acter le début du blocage au cri de « ni Macron ni Le Pen ». Et dans une autre fac à Nantes, un mail envoyé par la présidente de l'université à ses élèves est vivement critiqué. Karine Bernot, présidente de l'université de Nantes, a adressé un mail mercredi à ses 37 000 étudiants leur demandant de faire barrage à l'extrême droite le 24 avril prochain. Une prise de position inquiétante selon Julien Damon. Il est professeur et était tout à l'heure au micro d'RMC. On l'écoute. Il y a deux choses. Un, enseignant-chercheur, professeur, elle fait bien ce qu'elle veut, mais avec son mail privé et en n'utilisant pas ce qu'est le réseau de l'université. Deuxième chose, en tant que présidente d'université, elle a une autre fonction que la seule fonction d'enseignant-chercheur. Elle a une fonction de haute responsabilité, d'ailleurs, de service public, et en l'espèce, elle devrait observer un fort droit de réserve. Je précise tout de même que ce genre d'affaires, ça doit bien faire une dizaine d'années qu'on y a droit, et dans une sorte de kermesse à laquelle on a droit anti-extrême droite, pouf, vous avez des enseignants gauchistes qui se prennent comme ça Vous pouvez être anti-extrême droite sans être gauchiste, hein. Oula. Mais là, en l'espèce, les enseignants prof comme ça, je ne la connais pas. C'est certain, on peut être républicain. On peut l'être, mais là, je fais le cas d'espèce. Le cas d'espèce, c'est quand même, il faut vraiment avoir le cerveau de traviole pour se dire, je suis président d'université et je vais dire à toutes mes ouailles, surtout peut-être en m'étant appuyé au tout départ sur ceux que je connais, pour leur dire, allez, on y va, et attention les enfants, ne votez pas Madame Le Pen, c'est méchant, etc. Dans l'actualité également, une pause plus longue le midi pour les élèves de Quimper. Oui, la question se pose à Quimper d'un possible allongement de la pause de midi pour les élèves scolarisés en école publique. Actuellement, elle est de 1h35. Il s'agirait de la rallonger de 15 minutes, soit 1h50 au total. Les parents sont invités à donner leur avis en ligne. Ils ont jusqu'au 24 avril. Mickaël, pour terminer, on a retrouvé une copie de lycée d'Emmanuel Macron. Oui, une copie du prestigieux concours général des lycées de 1994 qui vise à récompenser chaque année les meilleurs élèves des classes de première et de terminale. Cette année-là, Emmanuel Macron, alors en première, a décroché la 7e place. Le sujet était « Lire, certes, mais pourquoi relire ?» Dans sa copie, le futur président cite Emma Bovary, Madame Bovary, qui est aussi le livre préféré de Brigitte Macron. Merci Mickaël. Alors comment apprend-on à devenir citoyen? Quel est le rôle de l'école? C'est notre question du jour, on en parle tout de suite. Alors justement, comment apprend-on à devenir citoyen? Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Andrée Sfer. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Éveil qui permet d'éduquer les jeunes à la citoyenneté. Et j'accueille également par Skype Sylvie Bossier. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous avoir aussi. Vous êtes autrice jeunesse et vous avez écrit de nombreux ouvrages pour les enfants et notamment un livre justement dédié à la citoyenneté, enfin dédié aux élections, qui sont en ce moment, tout le monde le sait. Donc évidemment, la citoyenneté, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut éduquer. Ça ne s'apprend pas, c'est pas commis d'office. N'est-ce pas, André? Non, pas du tout. Ça appartient déjà aux parents d'éduquer. C'est sur eux que repose la première éducation à la citoyenneté. Et c'est probablement là qu'ils vont chercher les livres de notre autrice pour les aider. Parce que c'est en famille que l'enfant va forger son identité sociale et culturelle. C'est là qu'il va recevoir ses premières leçons de savoir-vivre
et de vivre ensemble. Donc, le savoir-vivre et citoyenneté, c'est à peu près la même chose, par exemple, pour c'est la première marche. La première période, voilà, le 0-3 ans, puisqu'on n'est pas encore à l'école. On peut être à la crèche, évidemment, ou à la garderie, mais c'est à la maison que ça se passe. Et c'est là où on apprend, finalement, les premiers mots. Tout à fait. On commence par le « s'il vous plaît » et le « bonjour ». Tout à fait. C'est ça, la citoyenneté. C'est ça, les bases. Sylvie Bossier, pour vous aussi, donc, je le disais, vous êtes autrice, effectivement, de livres pour les enfants, et notamment un livre dédié aux élections. La citoyenneté, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente un apprentissage indispensable, puisque moi, quand je rencontre les enfants dans les classes, souvent ils ont 9-10 ans et ils ne se rendent pas compte que 8 ans plus tard, ils vont aller voter. Quand je leur dis, mais voilà, c'est bientôt, et ça les laisse tout chose. Donc c'est très important d'en parler avec eux et de les éveiller, parce que comme disait votre invité, ça ne s'apprend pas le jour de l'anniversaire des 18 ans. Mais vous intervenez, vous disiez, dans des classes où les enfants ont 9-10 ans. Quant à vous, André Sfer, vous dites que dès le départ, finalement, dès le plus jeune âge, ça s'apprend. Quel est le moment, quel est l'âge où on peut comprendre le mot citoyen, André Sfer ? Je pense que ça va être davantage en collège. En tout cas, en collège, les jeunes vont se revendiquer comme étant des citoyens. Nous organisons chaque année un concours éveil à la citoyenneté. Et le film primé collège cette année, nous avions des jeunes filles qui se revendiquaient citoyennes et qui disaient qu'elles n'étaient pas vues comme des citoyennes, qu'elles n'étaient pas écoutées, qu'elles n'étaient pas entendues. Et donc on a chez l'adolescent, là ce sont des filles qui ont réalisé ce film, mais on a chez les adolescents, en garçons et filles, cette demande à être écouté, être considéré comme un citoyen qui a sa parole, et pas simplement plus tard comme un bulletin de vote. C'est plutôt rassurant, non, d'avoir cet éveil à la conscience justement citoyenne très tôt. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que effectivement c'est en collège qu'on va forger du commun. Et même si les cours d'éducation EMC, dans lesquels on enseigne la citoyenneté... L'éducation morale et civique. Éducation morale et civique se déroule de l'école au lycée, c'est quand même au collège, dans ce tronc commun, qu'on va forger du commun et que le jeune va réaliser qu'il est un citoyen déjà... pas complètement à part entière, puisqu'il n'a pas son bulletin de vote, il n'a pas ses 18 ans, mais il veut qu'on l'écoute, il veut qu'on l'entende. On en parlait il y a quelques jours dans le Grand JT de l'éducation. Il y a ConfKids qui a organisé un vote des enfants sur Internet et qui a été assez suivi. Ça veut dire que les enfants ont envie de se faire entendre de plus en plus, ont envie de partager leurs opinions. Je crois que le monde a changé tout de même. Notre société a changé, le regard de la société a changé sur les enfants. L'enfant, c'est celui qui ne parle pas. On n'en est plus là. Donc, et on distingue d'ailleurs, les mots ont du sens. On est enfant jusqu'à 18 ans, mais en fait, on dira rarement enfant à un collégien. On dira c'est un jeune, c'est un adolescent. Et en fait, c'est quelqu'un qu'on doit déjà écouter. Et effectivement, ils ont envie de prendre la parole, ils ont envie d'être interpellés, ils ont envie de dire des choses, pas forcément ce qu'on attend. On a souvent envie, nous adultes, d'avoir un effet miroir. Et oui, très souvent, c'est tout le problème justement de ne pas reporter, de pouvoir éduquer à la conscience effectivement citoyenne, de pouvoir proposer la réflexion, susciter les questions, mais ne pas imposer ses choix. C'est justement ce à quoi vous êtes confrontée, Sylvie Bossier, avec les enfants que vous rencontrez dans les collèges, ou même d'ailleurs dans l'école primaire, puisque vous parlez d'un 9-10 ans, ils ne sont pas encore en 6e. Non, oui, parce qu'en fait, très tôt, ils sont tout à fait capables de... Ils sont très intelligents, en fait, les enfants. On oublie un petit peu parfois. Et même s'ils n'ont pas le mot citoyenneté en tête, c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, ils sont plongés dans la citoyenneté, ne serait-ce qu'à l'école. Par exemple, tout simplement, quand ils élisent des délégués de classe, c'est déjà élire quelqu'un qui les représente. Donc on est en plein dans la citoyenneté. Voilà. En fait, l'idée n'est pas de leur... imposer des idées, mais de les aider à réfléchir. Je pense que c'est ça qui est très important. Et alors, quelles sont les premières réactions de ces enfants, justement, lorsqu'ils vous rencontrent ? Ils sont très curieux, ils ont plein de questions à vous poser, ils se sentent investis ? Ils sont très curieux. Ils sont très, très curieux. Et les questions sont toujours différentes, et c'est ça qui est merveilleux dans les rencontres scolaires.
Et ils sont intéressés par tout. Ça peut être des choses très simples, comment on vote, pourquoi est-ce qu'on se cache dans un isoloir. Donc là, il s'agit de leur expliquer qu'on vote en son âme et conscience et qu'il n'est pas question de se laisser influencer par autrui. Et ils sont aussi intéressés par des questions plus philosophiques. Est-ce que toutes les élections sont justes, par exemple? Oui, sont justes. Est-ce qu'on a le droit, si on n'est pas d'accord avec un président de la République, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je leur explique qu'on peut manifester, il y a d'autres choses que les élections pour exprimer son point de vue. Ça les intéresse. Ben, tant mieux si ça les intéresse. Il serait temps que tout le monde soit intéressé par la politique. Quand on voit le taux de participation aux élections, bon, certes, c'est pas dramatique, mais enfin, c'est quand même 65%, c'est quand même moins qu'avant. Tout à fait. Donc... Et c'est vrai que les jeunes, en général, votent moins. Mais ceci étant, c'est assez traditionnel. C'est pas complètement nouveau non plus que les jeunes votent moins que leurs aînés. C'est vrai que les jeunes ne sont pas installés dans un travail très tôt aujourd'hui. Et le fait d'être installés dans un travail fait qu'ils ont davantage le souci d'aller voter. Oui, mais enfin, quand on est jeune, au contraire, on a la vie devant soi. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on devrait imaginer sa vie de demain et justement le programme pour lequel il faut voter. Oui, mais alors justement, ils aimeraient bien l'imaginer eux. je pense que nos politiques, en général, ne leur parlent pas beaucoup. Vous avez cette impression aussi, Sylvie Bossier, les politiques ne parlent pas aux jeunes? Des sujets qui les intéressent. Oui, je pense qu'effectivement, les politiques ne parlent pas beaucoup aux jeunes et je pense que même les adultes ne parlent pas forcément beaucoup aux jeunes. Et c'est d'autant plus important, justement, d'apporter de l'aide sous forme de livres ou de tout ce qu'on veut, en fait, pour que les parents soient plus à l'aise, les parents et tous les adultes qui entourent les enfants, soient le plus à l'aise possible pour parler avec eux de sujets qui peuvent faire peur. La politique, c'est peut-être un peu un gros mot, et en fait, c'est quelque chose de très concret. Il y a des lois extrêmement concrètes qui parlent très très bien aux enfants. Et quand ils comprennent que ça les concerne en vrai, ça les emmène vers l'élection beaucoup plus facilement. Justement, quels sont les concepts, quels sont les thèmes abordés dans votre livre? Ça a coupé, je dis. Quels sont les concepts, les thèmes abordés dans votre livre, dans vos ouvrages, pour justement parler de citoyenneté, parler des élections aux enfants? Bien, je parle à des enfants relativement jeunes. Je parle vraiment de choses concrètes. Par exemple, quelles sont les responsabilités d'un président de la République? Qu'est-ce que ça fait un président de la République? Alors, tout simplement, c'est le chef des armées, mais il s'occupe aussi de la santé, il s'occupe de l'économie. Ce sont des choses, quand on développe un petit peu avec les enfants, qu'ils comprennent extrêmement bien et qui les touchent dans leur vie quotidienne. Mais ils comprennent le rapport, effectivement, avec le président, parce qu'ils se disent qu'il y a un chef, finalement, mais ils comprennent aussi les différentes strates par rapport à la politique. J'entends celle de la France, en l'occurrence. Évidemment, il y en a plein de différentes, mais je parle du gouvernement français et de l'Assemblée, du Sénat. Vous évoquez aussi cela avec les enfants dans votre livre? Ah oui, tout à fait. Et même, je ne sais pas si vous allez retrouver assez rapidement la page, mais il y a vraiment, voilà, je ne sais pas si on va voir, il y a un petit schéma qui montre qui élit qui. Et je pense que ça peut même être intéressant pour les adultes d'avoir un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Effectivement, ils ne se rendent pas compte peut-être. Souvent, ce sont les enfants qui amènent la discussion à la maison et qui peuvent aussi éduquer les adultes et les ouvrir à autre chose, non, André Sfer? Tout à fait, tout à fait. Par exemple, on rencontre ceci, ce que vous dites tout à fait sur le thème de l'environnement et du développement durable, parce que c'est un sujet, s'il en est un qui intéresse les jeunes, c'est celui-là. Donc nous, par exemple, nous intervenons en classe, dès l'école jusqu'au lycée, sur ce thème. Alors avec des modes d'intervention très différents, animation, expérimentation pour les plus petits, conférences interactives pour les plus grands. Et c'est vrai que les jeunes ramènent à la maison le jugement qu'ils se sont forgés, cette conscience écologique qu'ils sont en train de forger. Et ils la ramènent chez des adultes qui sont beaucoup moins préoccupés, en règle générale, bien sûr, de l'environnement, du climat, que les jeunes. Les jeunes sont très attachés à leur planète, c'est quelque chose qui leur parle, c'est quelque chose qui est très proche d'eux. La biodiversité, c'est quelque chose, un vrai sujet pour eux. Dans le monde des adultes, ça l'est moins.
Pour certains adultes, en tout cas. C'est le miroir, exactement. C'est le miroir dont on parlait tout à l'heure. Oui, ils sont vierges en fait de beaucoup de thématiques finalement qui sont imposées par les adultes, ou en tout cas par le monde de ceux qui votent depuis longtemps. Et peut-être qu'effectivement des sujets comme l'écologie, l'environnement, et on l'a vu d'ailleurs, à chaque fois qu'on a c'est un vrai thématique. Sujet. Voilà, c'est la première des choses qui revient chez les jeunes. Alors justement, ces thématiques abordées à l'école comme à la maison, est-ce qu'on peut parler de tout avec nos enfants? C'est aussi une question par rapport à la citoyenneté. Est-ce qu'on peut parler de République, c'est-à-dire de la chose publique, mais aussi de tous les thèmes de l'histoire de France, des religions? Est-ce qu'il faut aussi passer par là pour expliquer toutes les divergences de points de vue à nos enfants? C'est aussi une façon de parler de citoyenneté. Oui, c'est une façon, bien sûr, c'est une façon de parler de citoyenneté. Nous, on n'aborde pas dans nos interventions les religions. Mais on aborde la laïcité. Donc, par le biais de la laïcité, on aborde les religions, oui, puisque forcément. c'est un espace, justement, où toutes les pratiques sont possibles. Et les non-pratiques aussi. Il y a aussi l'idée d'être citoyen de son pays. Cela semble couler de source et pourtant, ça reste quand même une problématique malgré tout pour certains parents surtout. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on éduque les enfants aussi à aimer leur pays sans avoir le côté patriote extrémiste, et je le souligne volontairement entre ces deux tours, mais c'est l'idée d'être fier d'être citoyen français. Est-ce que c'est aussi une thématique importante lorsque vous rencontrez justement ces enfants à l'école, et aussi les parents et les enseignants? Je ne rencontre pas suffisamment les enfants à l'école, pourtant j'y étais encore la semaine dernière. Mais par exemple, nous avions là une intervention sur les réseaux sociaux, la citoyenneté et les réseaux sociaux, beaucoup à dire. Nous avions là un groupe classe justement très concerné avec un problème de harcèlement, des professeurs très concernés aussi, un établissement manifestement très bien tenu, et malgré tout cela, je dirais que la situation dépassait les adultes, la compréhension des adultes. Parce qu'en fait, les enfants, je parle à partir de l'adolescence, tout de même, ont des modes de communication via Internet, réseaux sociaux, Snapchat, qui les enferment ou les ouvrent, comme on veut, mais enfin qui les isolent du monde des adultes. Donc, quand l'autrice nous dit ouvrir la conversation, mais oui, c'est justement nécessaire, parce que sinon, nous le voyons nous-mêmes, nous adultes aussi. Nous consultons les sites qui nous intéressent et on s'enferme tout seul. Alors, les jeunes s'enferment effectivement sur des groupes d'amis et perdent de vue, je dirais, l'ensemble. Le bien national, le bien commun. Le bien commun. Sylvie Bossier, justement, on en parlait là à l'instant, l'idée justement de la citoyenneté, est-ce qu'on la relie aussi à l'idée à l'amour d'un pays, l'amour d'une nation, l'idée de s'y sentir vraiment partie prenante comme en tant qu'enfant? Alors, il y a plusieurs... Je pense qu'il y a déjà la notion des valeurs communes, des valeurs. C'est un mot important. Égalité, fraternité, tout ça, liberté, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien de parler de ça avec les enfants. Ils sont extrêmement curieux de ça. Alors, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que moi, il me semble important de ne pas anticiper les questions des enfants. Je réponds à leurs questions, y compris sur les religions, je réponds sans tabou aucun aux questions, et j'ouvre les discussions, mais je ne vais pas chercher des questions qui n'existent pas encore pour eux. Quelles sont les questions principales qui reviennent justement? Vous parlez de ces questions-là, puisque vous réagissez plutôt que poser les questions. Quelles sont-elles? C'est extrêmement variable. C'est en fonction de ce qu'ils vivent, c'est en fonction du quartier. Comme disait Madame Sfer, dans certains quartiers, enfin, si j'ai bien compris en tout cas, ou dans certains lieux, ils se posent des questions très, très concrètes sur la vie à l'école. Et cette vie à l'école, c'est le début de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on respecte? Qu'est-ce qu'on ne respecte pas? Moi, je pars toujours du concret, en fait. Je pars d'eux.
Alors, toutes les deux, vous leur donnez les cartes pour pouvoir justement réfléchir, pour se cultiver, pour apprendre, effectivement, pour s'éveiller. Hein, et on essaye tous de le faire. Mais quel est le rôle réel des parents ? Est-ce qu'ils travaillent en adéquation avec vous? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils sont en soutien par rapport à ce que vous faites l'une et l'autre? André Sfer, par rapport, effectivement, grâce à l'association Éveil, aux ateliers que vous proposez, quel est le rôle des parents? Nous intervenons donc, comme je le disais tout à l'heure, après les parents. Mais les parents, ils ont ce rôle fondamental au départ. Et ils ont un rôle tout au long de la vie de l'enfant. Et d'ailleurs, parfois, je pense qu'ils n'en sont pas même complètement conscients. Je sortais de cet établissement et je saisissais au vol une conversation entre un père qui était convoqué au lycée. Ça fait jamais grand plaisir. Et quand le père se déplace, ça veut dire que déjà il y a un point très positif. Ça veut dire qu'il accompagne son enfant, etc. Et le père découvrait une situation dont il n'était pas au courant. Mmh. Donc les parents qui accompagnent comme ça vont résoudre les problèmes de leur enfant. Et c'est fondamental, cette coopération entre les parents et l'école. Mais c'est aussi une façon... Alors que ce n'est pas forcément un bon moment que le parent va passer, n'est-ce pas? Les ateliers où on apprend justement à s'ouvrir à la citoyenneté, à avoir une conscience citoyenne, c'est aussi des moments où on se laisse, j'imagine, digresser sur toutes les possibilités, sur toutes les idées, l'idéologie politique. Est-ce que certains parents sont un peu réfractaires par rapport à ça? Nous sommes donc une association agréée par l'Éducation nationale, donc nous devons être complémentaires du programme et nous ne pouvons pas digresser. Alors bien sûr, on parle... Vous non, mais les enfants, oui. Oui, bien sûr. Et bien sûr, et nous sommes à l'oral et nous répondons à leurs questions, sinon ça n'a aucun intérêt d'aller les voir. Mais on essaye de limiter quand même les digressions. Mais on connaît en général les digressions qu'on va avoir. On a souvent des questions sur les discriminations. Et oui. Quand on va traiter de la devise républicaine, quel grand sujet, quel beau sujet. Mais oui, mais égalité, ça veut dire quoi? Égalité de droit. Alors, tout le monde ne comprend pas ce que c'est que l'égalité de droit. Et oui, et heureusement que vous êtes là justement pour en parler. Sylvie Bossier, vous, quelles sont les réactions des enfants? Et aussi, surtout, je le disais, le rôle des parents par rapport à ça? Le rôle des parents, par définition, en tout cas, il m'échappe. Je ne suis pas là, je ne suis pas dans les familles. En revanche, je pense qu'il est extrêmement important, effectivement, que les parents accompagnent les enfants. Et notamment, là, je pense aux images... que moi-même je ne regarde pas trop, mais aux images violentes qu'on peut voir sur les réseaux ou à la télévision. Et il est extrêmement important qu'un adulte s'assoie à côté des enfants, ne les laisse pas seuls face à ces violences-là et ait une parole. C'est cette parole-là qu'on amène dans les livres pour enfants, qu'on amène dans les classes, mais que les parents ont pour objectif, normalement, d'apporter. Ça me semble fondamental. En tout cas, c'est bien de le rappeler, je crois. Oui, c'est fondamental. Et merci, exactement. Merci à vous deux de nous en avoir parlé. Merci à vous deux de ce que vous faites justement pour éveiller nos enfants à la citoyenneté. André Sfer, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Éveil. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Ainsi que Sylvie Bossier, merci également d'avoir été avec nous. Je suis bien contente que le Skype ait fonctionné pour pouvoir discuter avec vous. Vous avez écrit donc de nombreux ouvrages, notamment un livre dédié aux élections. Vous me rappelez juste le titre du livre, s'il vous plaît? Les élections, aux éditions Nathan. Eh ben voilà. Merci à vous deux, ravis. Restez avec nous car après la pub, on reçoit un génie, le chocolatier Pierre Marcolini. De retour sur le plateau du Grand JT de l'Éducation, mais regardez comme je suis merveilleusement entourée. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est nous ou bien ce sont le chocolat? Franchement, je crois que c'est le chocolat. À un moment donné, je me suis laissé envahir. Oui, ça y est, envahir une émotion folle. Je me suis dit, Virginie, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on ne s'est plus vu, mais de là à cette espèce de déclaration comme ça officielle... Mesdames et messieurs, voici Pierre Marcolini. Le génie, le chocolatier... On dit chocolatier belge parce que vous êtes d'origine belge. Avec Marcolini, on a quand même du mal. Hein. Mais si on regarde fondamentalement, d'origine italienne, mais c'est vrai que voilà, l'atelier se trouve en Belgique. J'ai appris en France. Alors je dirais plutôt que je suis international.
Un chocolatier plutôt européen. J'aime bien le côté européen parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a une vraie culture du chocolat à travers l'Europe, qu'elle soit du côté de l'Autriche, qu'elle soit du côté de la Suisse, évidemment la France, l'Espagne n'est pas en reste, la Belgique bien sûr. Donc l'Espagne au XVIIe siècle était quand même une grande nation du chocolat, c'est là que ça a un peu commencé. On a d'abord le 15e, alors puisqu'on est dans une émission éducative, on a au 15e siècle un personnage incroyable qui s'appelle Montezuma, et qui se trouve du côté des Incas et des Aztèques. Et puis on envoie un conquistador. Le mot conquistador, on veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire à la recherche de l'or, et qui s'appelle Cortés. Donc le type arrive au 15e siècle, il reçoit des fèves de cacao. Alors évidemment, quand on vous envoie pour aller chercher de l'or et que vous revenez avec des fèves de cacao, c'est pas fondamentalement tapis rouge, ça c'est clair. Enfin moi, ce serait pas déceptif pour moi. Aussi, Bonheur. merci Cortés. Mais la cour espagnole n'a pas vu de cette eau. Voilà. Bon, et donc pendant 2 siècles, vous imaginez, on a laissé dormir un petit peu ces fèves de cacao en se demandant qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Et au XVIIe, l'Église, extraordinaire l'Église, parce qu'on a le carême d'un côté, mais quand même, ils ont inventé le chocolat. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et donc, en fait, ils ont aussi inventé la bière, etc., etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, revenons sur le chocolat. Ils ont mélangé, puisque au départ, quand on regarde une fève de cacao, on la mélangeait, effectivement, on l'écrasait avec une plante qui s'appelait du roku. C'était ce qu'on appelait la boisson des dieux. Et on est plutôt dans la partie salée au 15e. Et au XVIIe siècle, on décide de mélanger des fèves de cacao avec du sucre. Et là, il y a vraiment la naissance du chocolat en tant que tel. Au départ, les fèves de cacao, c'est plutôt considéré comme une épice. Et d'ailleurs, quand on regarde toute la cuisine mexicaine, le mole, par exemple, on voit effectivement que le cacao vient donner des notes peut-être un petit peu amères ou un petit peu fruitées. Mais pas du tout comme on le conçoit aujourd'hui. C'est pas ceci. Alors oui, justement. Alors parlant de ces merveilles, on va revenir évidemment sur votre parcours, mais parlons juste de ces merveilles qui sont face à nous. On est quelques jours juste avant Pâques. Enfin, Pâques est lundi. Donc là, c'est imminent. Donc c'est le moment. Il y a Noël. Dans 5 minutes, je vais faire les œufs. Il y a Noël et Pâques qui sont les 2 grands moments de l'année, évidemment, pour vous. Comment vous préparez justement cette Pâques et comment vous pensez ces merveilles absolues? Alors d'abord, un tout grand merci. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans la maison Marcolini, on essaie d'avoir, entre guillemets, 1 an d'avance. Un peu comme dans le monde de la couture, c'est-à-dire on regarde quelles sont les tendances, je reçois ce qu'on appelle un carnet de tendances en disant quelles sont les couleurs, etc. Et puis on a des initiatives ou des idées en se disant, mais tiens, comment est-ce qu'on peut travailler, de quelle façon? Pour revenir à ce personnage, quand on a présenté Pâques, ou en tout cas les intentions de Pâques pour 2022, l'équipe commerciale nous a dit, ah non, c'est pas possible, Pâques pour nous, c'est fondamentalement, il faut un personnage. On ne peut pas se baser sur simplement des œufs. Il faut une histoire, il faut une narration. Raconter quelque chose. Exactement. D'autant que ça va avec vous, cher Pierre, parce que vous êtes extrêmement prolixe, vous êtes un personnage... Non, mais c'est vrai, extraordinaire. Écoutez, j'espère qu'on a une demi-heure. Oui, c'est vrai, on pourrait parler des heures. Mais, et donc... pour revenir à ce personnage, il me dit, moi, ça m'est complètement égal, le directeur commercial, il me dit, que ce soit un lapin, une poule, la Belgique, je vous fais une confidence, c'est le pays du surréalisme. Et donc, on s'est dit, mais si on est des surréalistes, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Par rapport à l'art en général. Exactement, bien sûr, oui. À l'art en général. Et donc, le pays du surréalisme, Delvaux, Magritte et j'en passe. Et donc, en fait, on est parti sur l'idée en se disant, est-ce qu'on fait un lapin ou est-ce qu'on fait un poussin? Et on a fait les deux. Dans la Bird Bunny. Ça donne un quoi, hein? Un Bird's Bunny. Un Bird's Bunny. Alors, on y va tous. Beaucoup. Bird's Bunny. Pour ceux qui connaissent, évidemment. Choisir, c'est renoncer. On a choisi de ne pas renoncer, donc on a pris les deux. On a pris les deux. Exactement. Ça vous caractérise bien. Votre passion pour le chocolat, Pierre, a démarré très tôt, je crois, à 14 ans. J'espère que vous avez vraiment une demi-heure. Je l'ai lu. Et on en a parlé ensemble quand on a fait une émission ensemble sur France 2. Exactement. Qui s'appelait Qui sera le prochain grand pâtissier, n'est-ce pas? Où j'ai tout appris de la pâtisserie. L'âme qui est devant vous a aussi gagné un énorme prix, quand même. Meilleur pâtissier du monde. Meilleur pâtissier du monde en 95. Et puis... félicité par, entre guillemets, les journalistes, mais en 2020. Alors là, ça s'est fait d'une façon un petit peu bizarre, puisque c'était en plein Covid, donc c'était des journalistes italiens, la presse italienne et en même temps des professionnels. Ça, c'est plutôt un prix
autant celui de 95, enfin 95, c'était une performance par rapport à l'ensemble des nations. Et de l'autre côté, effectivement, c'est un prix qui salue un peu la carrière. Alors, ça fait un peu vieux, mais... Non, mais pas du tout, parce qu'une grande carrière, notamment parce que c'est vrai que vous avez remis, si je puis dire, évidemment, le sens du métier de chocolatier vraiment au goût du jour. Et surtout parce que vous êtes un des rares chocolatiers aussi à aller dénicher les fèves de qualité et à aller vous-même torréfier vos fèves. Exactement. Alors, vous me lancez sur un sujet que j'adore, évidemment, qui est ma passion. Donc, c'est ce qu'on appelle le mouvement. Aujourd'hui, on entend parler de ça. C'est le mouvement Bean to Bar. Donc, de bean qui veut dire évidemment la fève de cacao, bar qui veut dire la tablette. Donc, de la fève à la tablette. Pour que les auditeurs comprennent bien, on a aujourd'hui une articulation dans le monde du chocolat. On a les planteurs de cacao, qui sont en Amérique du Sud, qui sont en Afrique. Vous étiez en Équateur il y a quelques jours. Exactement. Oui. Vous êtes bien renseigné. Mais tout à fait, je connais tout. Vous êtes une grande journaliste. Et donc, en fait, on a les pays planteurs. Ils vont vendre leurs fèves de cacao à ce qu'on appelle des grands industriels. On en connaît, que ce soit Barry Callebaut, que ce soit Valrhona, etc., qui, eux, vont transformer ces fèves de cacao en couverture de chocolat, qui après vont desservir soit des artisans ou soit des grandes multinationales. Vous rappelez que c'est une couverture de chocolat? Une couverture de chocolat, en fait, c'est fondamentalement du chocolat. C'est le chocolat qui est quasiment terminé. Donc on reçoit des pastilles qu'on va faire fondre et puis on va... Et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des chocolatiers, plus de 90% vont travailler le chocolat. Et quand vous regardez la définition du dictionnaire, le Petit Robert par exemple, le chocolatier, c'est celui qui fabrique son chocolat. Donc c'est un sacré pavé dans la mare, un sacré pavé de chocolat. Et donc en fait, quand j'ai commencé ma profession en 95, je suis allé voir une petite maison chocolat, un chocolatier, petite, mais grand dans sa réputation et dans son talent, qui se trouve à Lyon et qui est la maison Bernachon. Et quand je suis arrivé chez Bernachon en 93 et en 95, je suis arrivé là mais avec une claque et une émotion en me disant mais en fait c'est fondamentalement ce que le chocolatier était au début du XXe siècle. C'est-à-dire on voit la torréfaction, on voit des fèves de cacao et il y a toute cette transformation qui est faite pour arriver effectivement à faire du chocolat qui après est donné au pâtissier qui va faire une mousse au chocolat ou au glacier. Mais on a occulté ça depuis pratiquement quelques années et c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui les chocolatiers sont plus occupés à travailler pour faire des bonbons de chocolat, des ganaches ou des tablettes avec évidemment des gens qui vont leur fournir de la couverture de chocolat. On a bypassé ça en se disant on veut revenir à l'origine du métier de chocolatier, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, à transformer la fève de cacao en chocolat. La torréfaction, c'est comme dans le monde du café en fait. La torréfaction, quand vous torréfiez des fèves de cacao, c'est là où vous amenez une âme au chocolat. C'est là où vous amenez de la personnalité au chocolat. C'est là où vous faites un chocolat d'auteur, je pense. Et c'est là où vous gérez effectivement, que ce soit, vous parliez tout à l'heure de l'Équateur, le lien direct qu'on a avec les planteurs. Je revenais d'une plantation qui s'appelle Walter Carrel, qui fait ce qu'on appelle du National Équateur. C'était un moment fabuleux. Pensez, à un moment donné, j'ai reçu ces fèves bien en avance. Je les ai transformées à Bruxelles. Vous arrivez dans la plantation, pour la première fois de leur vie, ça fait 3 générations, ils goûtent une tablette de chocolat terminée. Séquence émotion, double larme, enfin ce que vous voulez. Quoi. Et pourquoi est-ce que ça s'est perdu, ça, finalement, chez les chocolatiers d'aujourd'hui? Excellente question. On a le temps. Vous dites à la régie, vous dites à tout ce que vous voulez. On vous garde. Voilà, très très bonne question. On est après-guerre. On a ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc juste après-guerre, les années 50, etc. Donc imaginez quand vous alliez voir votre chocolatier, vous y alliez pour des raisons financières, une fois par mois. Vous alliez chercher une tablette, ce qu'on appelait aussi une caraque de chocolat. Donc c'est une feuille de chocolat qui permettait... La caraque de chocolat, c'était la carte d'identité du chocolatier. Alors celui-là, il était un tel. Que ce soit en Belgique, en France, en Europe, c'était comme ça que ça se passait. Il y a une classe moyenne qui monte. Au lieu d'y aller une fois par mois, cette classe moyenne a les moyens d'aller chez son chocolatier, comme chez son pâtissier d'ailleurs, une fois toutes les semaines. Le chocolatier a une main-d'œuvre qui coûte de plus en plus cher et donc il doit offrir un choix beaucoup plus grand. Et là, mais alors, une porte béante pour des fabricants qui vont dire, mais tout compte fait, ne te préoccupe plus de faire la torréfaction, je te donne un produit où tu dois juste travailler le chocolat, le design, les ganaches, etc., etc. 30 ans plus tard, on se retourne, on a perdu notre métier. Comme on l'a perdu dans beaucoup d'autres professions, on a perdu en tout cas l'essence même de notre métier. Et donc c'est pour ça que ça me fait sourire quand on dit le bean to bar est le nouveau...
entre guillemets, la nouvelle façon d'aborder le chocolat. Non, on revient vers l'essence même. Aujourd'hui, regardez dans le monde de la boulangerie, regardez dans le monde du vin, on revient vers des vins nature, regardez dans le monde de pas mal de choses, que le thé. Donc, on revient vers l'origine de notre métier. Et le talent, c'est non seulement effectivement de faire du bean to bar, c'est-à-dire de revenir à l'essence même du métier, de faire quelque chose de bon et d'esthétique, mais en plus avec une conscience écologique. Parce que vous parcourez le monde entier, mais en plus avec cette vraie notion, cette vraie conscience, c'est-à-dire à la fois dans le packaging, à la fois effectivement dans les trajets effectués. Racontez-nous ça, parce que c'est très important. Pour moi, je pense qu'on ne peut plus regarder une entreprise telle qu'on l'a regardée il y a quelques années. Je crois qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, on va droit au mur, on va droit dans le mur, pardon. Moi, j'ai des enfants, vous avez des enfants, etc. Donc, je pense qu'on ne peut plus concevoir en se disant, ça y est, on y va à volo. Le packaging vient de Chine, etc., etc. Même si je peux aimer nos amis chinois. Mais fondamentalement, on regarde à du local. Alors, évidemment, c'est compliqué quand on regarde les cacaoyers qui ne se trouvent pas forcément en France ou en Belgique, mais plutôt un peu plus loin, pardon. Et donc, ce qu'on a, c'est première chose, on a mis sur l'atelier panneaux solaires, 1000 mètres carrés de panneaux solaires, donc on est en circuit fermé. L'eau est utilisée par les machines, pareil aussi. Au niveau des emballages, on fait du local, ils sont produits en Hollande. Donc ici, on va sortir un tout petit peu, mais je sors un peu du cadre, une crème glacée, on a travaillé avec des produits locaux, etc. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là. Aussi, en termes de rémunération au niveau du planteur, puisque le planteur, aujourd'hui, le cours de cacao, c'est 2500 $ pour faire bref, 2500 $ sur la tonne de cacao. Le planteur, avec tous les intermédiaires, il en reçoit 1500 $. Toutes les études montrent qu'il faut, pour pouvoir vivre du cacao, 3500 $. Et c'est là où, quand vous avez entendu, il y a des cris d'alarme qui vous disent « Ah, mais 2030, il n'y aura plus de cacao ». Bien sûr. Pourquoi ? Parce que les jeunes n'ont plus envie de travailler dans des conditions comme celle-là. Ils abandonnent, et je l'ai encore vu du côté de l'Équateur, en disant « Stop », on était du côté de Guayaquil, on sent très très bien que les jeunes, par rapport à ça, par rapport à leurs parents, la récolte des fèves de cacao, c'est un travail harassant, difficile, qui est fait à la main. Et si vous ne payez pas au minimum 3500 $, on ne sait pas vivre de cela. Et nous nous engageons effectivement à payer au-delà de ça. On monte jusqu'à 11 000 $ la tonne quand on a une fève de cacao. Là, je vais acheter du Katango, qui va être une fève de cacao qui est produite au Brésil, chez Joao Tavares. On est à 9 000 $. Je les paye avec plaisir. Je peux regarder les gens en disant, la tablette de chez Marcolini, elle est à 8 €, mais je sais pourquoi. Et à la fois parce que la qualité. Exactement, il y a la qualité, mais il y a un produit qui est payé convenablement, une rémunération juste au niveau des planteurs, et c'est produit évidemment en Europe avec les coûts de main-d'œuvre européens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'avenir, c'est cette transparence-là, et on sent que les gens sont aujourd'hui très bien informés, et ils ont envie effectivement de cette transparence et de savoir d'où vient. Alors, vous pourriez me dire, oui, il n'y a pas de label, monsieur Marcolini. Alors, j'ai envie de dire, vous savez, quand vous allez chez un restaurateur qui fait un produit magnifique, dont vous savez très bien qu'il travaille avec l'agriculteur d'à côté, soulevez l'assiette. Il n'y a pas de label non plus. Je pense qu'à un moment donné, quand on met son nom, il y a la responsabilité. Quand on est une marque intuitée personnelle, bien je sûr. pense qu'à ce moment-là... Vous avez bien fait de mettre le vôtre, en tout cas, ça fonctionne. Juste un tout petit mot de la fin, Pierre, parce que là, on a deux merveilles. Oui, bah oui, ça passe très très vite. Vous avez vu que ça se passe vite, mais c'est vous qui voulez partir. Mais vous aviez 5 pages. Mais bien sûr, mais on vous garde. Mais restez avec moi. Pas posé une question, vous n'auriez jamais dû dire ça, vous restez avec moi, vous ne partirez jamais. Alors Pierre, commençons déjà par le Birds Bunny. Racontez-moi, si j'offre le Birds Bunny à ma maman, par exemple, lundi, qu'est-ce qu'elle va découvrir, qu'est-ce qu'elle va pouvoir savourer? Alors, en général, quand on offre le Birds Bunny, vous savez, c'est un petit peu arrosé, champagne, etc., etc. Donc, on arrive vite dans un état d'ébriété, on peut le casser, ça ressemble plus à rien. Et donc, on a fait des tiroirs. Ah, parfait, c'est pour moi, ça. D'abord, les tiroirs, on partage. Virginie, on partage. D'accord. Voilà. Moi, je ne sais pas si je partage, Marc. Qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs? Dans les tiroirs, attendez, je retire évidemment la feuille explicative. Il y a un petit coussinet pour les protéger. Et là, on retrouve effectivement un ensemble de chocolat. Et on peut partager. La deuxième chose, donc, ce qu'on appelle des creative eggs. On a fait ça à base de que ce soit des graines de tournesol, que ce soit du sésame noir, que ce soit du sésame blond. On a travaillé avec du kinako. Kinako, c'est de la poudre de soja japonaise, du riz grillé. Et alors, quelle merveille. Je pense que c'est celui-là. Non, je me suis trompé, pardon, mes excuses. Je s'occupe à tout à fait. Si la caméra peut me faire un gros plan là-dessus. Ah oui, alors pas regardez. Pas sur mes gros doigts, s'il vous plaît, mais sur la tranche.
on voit, il y a une note de nougatine. Et donc là, vous avez une texture, mais je vous en prie, Virginie. Vous avez la nougatine qui vient croustillant. Et ceci, c'est pas simplement un œuf. Donc, il faut savoir que le nid là en question, c'est du chocolat. Donc, on prend une plaque froide, on vient faire des filaments de chocolat qui viennent se figer. On a exactement 30 secondes. On vient entourer, encercler cet œuf feuilleté à l'intérieur. Donc, c'est une feuille de chocolat, une feuille de praliné, une feuille de chocolat et quelques merveilles à l'intérieur. Merveille. Vous disiez tout à l'heure en les regardant, Michael. Ça ressemble à des calissons. Oui, mais on est peut-être un petit peu inspiré. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit les strates. J'aime bien parce que ça donne de la gourmandise. Ouais. Et ça amène un autre regard sur l'œuf qu'on connaît, qui est en 3D, etc. On a fait des œufs tradition, on a fait les créatifs eggs, ceux-là. Et c'est vrai que les deux ont du succès. Donc, Et celui-ci, si je le casse? Eh bien, vous allez avoir une fine couche de chocolat. Chocolat, c'est un mélange de Cuba, de la région de Badajoa, Trinitario. Ça veut dire qu'il est amer? Amer, 70% tenu par un homme merveilleux qui s'appelle Urbano, et avec de l'autre côté mélangé avec un Sao Tomé. Donc d'un côté on a un Trinitario, de l'autre côté on a un Forastero. Sao Tomé, petite île qui est juste avant le continent africain. On dit toujours que Sao Tomé a été touché par la grâce du cacao avant l'Afrique, et qui est une ancienne colonie portugaise. Et donc à Sao Tomé, c'est un projet villageois, 600 planteurs qui se sont réunis pour faire ce qu'on appelle un travail post-récolte. Donc mélange des deux au niveau du chocolat noir. À l'intérieur, un praliné de noisettes, les noisettes du Piémont, un IGPG. Donc, et puis alors, on a plein de croustillants, de la nougatine qui vient parsemer le tout. Que de la gourmandise. Non, mais quel rêve absolu. Le deuxième terroir, c'est la même chose? Non, c'est des animaux caramels. Des animaux caramels? Oui, des animaux caramels. C'est pour les kikis. C'est pour les kikis. C'est quoi? J'adore. J'ouvre tout. Ouvrez tout. On ouvre tout. Déshabillez-nous, Pierre Barcolini. Voilà, regardez. Oh là là, mais quelle merveille. Montrez-moi ces petits animaux. Je peux? Mais bien sûr. Alors, je prends chocolat noir? Donc, chocolat noir, regardez. Soit fourré avec un caramel beurre salé. Petit lapin. Petit lapin. Plat, mouffe, petit lapin, vous connaissez, hein? Non, mais c'est pour après. Et alors, vous avez le lapin. On perd tout le monde. Coupez. On arrête tout. C'est affreux, ma réputation me précède. Ah non, c'est évident. J'aime bien, c'est évident. Juste pour non, tu ne dis plus rien. C'est bon, Virginie, je vous préviens. Mais oui, mais je sais, mais je voudrais les manger. 40 degrés. Mais si je les mange, je ne peux plus parler. Comment fait-on? Mais écoutez, parce que Birds Bunny est en train de fondre là. Non, mais je sais que vous avez un train à prendre. Je suis désolé. Merci de tout cœur, Pierre, d'avoir été avec nous. Je vais me régaler dans moins de 30 secondes lorsque je vais pouvoir terminer cette interview. Mais je voulais vous remercier d'avoir été, non seulement de nous avoir apporté ces merveilles absolues, de nous régaler comme vous le faites. Et puis, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour adorable. Merci de votre invitation. Le chocolat et je reviens en France. Quand vous le désirez. Merci. Pierre Marcolini qui est sur le plateau du Grand JT de l'Éducation. Merci. Alors, c'est la chronique de Michael. Préparez-vous, Michael. Vous n'aurez pas le droit de chocolat pendant la chronique. Non, pas de chocolat avant la chronique. Après. Non. Bon, si c'est bien. Si la chronique est bien, je verrai. Michael, je vais dur, attention. C'est la chronique. Après ces merveilles en plateau, Mickaël, on va essayer de continuer l'émission. On va essayer. La campagne de l'entre-deux tours bat son plein entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le terrain, à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux. Oui, et c'est d'ailleurs le cas depuis le tout début de cette campagne. Les 12 candidats ont rapidement investi la toile pour tenter de s'imposer, notamment auprès des plus jeunes. C'est pour ça que Marine Le Pen a rejoint TikTok en octobre dernier, le réseau social qui cible vraiment les très jeunes. Sur TikTok, plus d'un utilisateur sur 3 à moins de 18 ans, une cible qui ne vote pas, mais qui a une influence très forte dans les foyers et que les candidats n'ont pas négligé lors de cette campagne. Vous n'êtes pas sur TikTok, Virginie? Non, absolument pas. Alors, vous avez raté la première vidéo de Marine Le Pen sur TikTok en octobre dernier. Séance de rattrapage maintenant. Merci. Bonjour à tous, c'est Marine Le Pen. Retrouvez-moi désormais sur TikTok où je vous ferai partager les meilleurs moments de ma campagne. Et puis, je sais que TikTok, c'est les jeunes. Et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de propositions à vous faire. À bientôt. Vous êtes jeune, ça tombe bien, j'ai plein de choses à vous proposer, c'est plutôt habile. Alors attention, on vient de regarder une vidéo de Marine Le Pen sur TikTok pour respecter une parfaite égalité du temps de parole des candidats. Voici maintenant Emmanuel Macron sur TikTok. Autre style, plus sérieux, il est déjà président, normal. Et lui, il est sur TikTok depuis le mois de juillet de 2020. Donc il avait pris de l'avance, regardez. Cette rentrée, malgré tout, elle se fait avec le virus qui continue de circuler. Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention.
Emmanuel Macron qui avait profité de cette vidéo pour relever le défi que lui avait lancé il y a quelques mois auparavant McFly et Carlito. On s'en souvient tous, évidemment. Bien sûr, donc on l'a compris, hein, TikTok, McFly et Carlito, les candidats utilisent les réseaux sociaux pour séduire les jeunes, mais pas seulement. Non, pas seulement. Aujourd'hui, chaque réseau social, vous le savez, a une cible bien précise. On se souvient du rôle qu'a joué Facebook dans le mouvement des Gilets jaunes ou celui joué par YouTube dans l'essor du complotisme en ligne. Alors, à la question, est-il possible de faire campagne aujourd'hui sans avoir une véritable présence numérique? Cette présidentielle 2022 semble avoir prouvé que non. Et alors, pendant le premier tour, justement, qui étaient les candidats les plus suivis sur les réseaux? Dans l'ordre, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Mais attention, il s'agit du classement des candidats les plus suivis, toutes plateformes confondues, ce qui en fait ne signifie pas grand-chose. Bien sûr qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus suivi que tous les autres sur la toile. Il est déjà président de la République, ça aide. Son statut lui a offert une notoriété et une visibilité particulière, surtout en cette période de crise sanitaire et plus récemment de guerre en Ukraine. Alors dans ce cas, on va dire autrement, quels sont les candidats qui se sont plus démarqués sur les réseaux? Là, c'est différent. Selon Philippe Moreau-Chevrolet, il est fondateur de MCBG Conseil, spécialisé dans le conseil en communication. Les deux forces qui ont dominé largement sur le web durant cette campagne sont Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, les équipes digitales de Jean-Luc Mélenchon ont été les plus créatives en développant notamment la présence du candidat sur TikTok et en lançant des formats originaux. On a utilisé des formats sur YouTube, notamment du côté d'Éric Zemmour. On a davantage maîtriser le fonctionnement des tendances Twitter en utilisant des techniques inspirées directement de celles utilisées notamment aux États-Unis par Donald Trump lors de sa campagne en 2016. Et pour revenir aux deux candidats justement en France qui se retrouvent au deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, dont la présence digitale en tant que candidat a également été très forte pendant cette campagne et continue de l'être. J'insiste bien sur le « en tant que candidat » parce qu'avec Emmanuel Macron, on a le problème de la double casquette et donc on est obligé de séparer les publications de candidats et les publications de président, c'est pas toujours évident à faire. Présence importante donc pour Macron et Le Pen, mais beaucoup plus cocooning. C'est-à-dire cocooning. Leur communication est beaucoup moins agressive que celle d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon dont on parlait tout à l'heure. Concernant Emmanuel Macron, on peut reconnaître qu'il a tout au long de son quinquennat expérimenté des formats plutôt inhabituels en politique. On parlait de la vidéo avec McFly et Carlito tout à l'heure. Il y avait également eu les interviews sur Brut ou encore l'émission mensuelle de Gabriel Attal sur Twitch, une présence donc ciblée, mais par touche. C'est pour ça que j'ai employé le terme cocooning. Pour Marine Le Pen, c'est un peu la même chose. Elle non plus n'a pas besoin de constituer une présence, puisqu'elle est déjà installée. La candidate du Rassemblement national a choisi de se concentrer sur une communication rassurante. Une façon aussi de se placer pendant la campagne en opposition avec les messages anxiogènes renvoyés de façon constante par Éric Zemmour. À noter pour terminer que c'est une stratégie qu'elle n'avait pas anticipée, Marine Le Pen, puisque les community managers d'Éric Zemmour étaient à l'origine les community managers de Marine Le Pen. Il lui en a appliqué une bonne partie. Elle avait donc dû s'adapter à la situation en s'adaptant avec une nouvelle équipe de communication et une nouvelle équipe digitale. Alors, moins anxiogène, tout est une question de point de vue, on est d'accord. Absolument. Voilà. Je peux prendre un chocolat maintenant ? Oui, vous avez le droit. C'est une bonne chronique, vous avez le droit. Merci beaucoup, c'est très intéressant, Mickaël. Tout de suite, c'est l'heure de souvenir d'écoliers. Cette semaine, c'est Nelson de Montfort qui s'est confié à Malika Ménard. Il lui a notamment raconté quel regard il portait sur l'école et les professeurs aujourd'hui. Bon, on va se pencher un peu sur l'école d'aujourd'hui, si vous le voulez bien. Vous avez eu des enfants, vous avez des enfants. Oui. Quelle scolarité avez-vous voulu donner à vos filles? Alors, elles sont allées pour l'une à l'école Saint-Thomas d'Aquin à Paris 7e, non loin de la rue du même nom. Et pour l'autre, à l'école de l'Institut de l'Assomption, qu'on appelle plus communément rue de Lubeck. Voilà. Vous étiez un papa dur, il fallait bien travailler? À votre avis? Oui. Non. Non? Non, je ne suis pas... Je ne suis pas le Fayot, moi j'ai gardé ça en tête. Je ne suis pas un papa dur du tout. Du tout. Je pense que la vie doit être avant tout une vie d'amour et que les enfants doivent aller vers ce qu'ils ou elles privilégient. D'ailleurs, voilà, je trouve que vous en êtes, je ne dis pas pour faire plaisir, mais vous en êtes quelque part l'incarnation. Non, mais je veux dire, c'est que voilà, il y a pas de pression. C'est tellement difficile, tout est difficile. Tout est tellement difficile que autant essayer d'aller vers quelque chose qu'on aime.
Parce que de toute manière, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence si on veut faire du journalisme, de la chanson, de la finance, que sais-je, etc. Donc tout est difficile, pour peu qu'on ait la chance, effectivement, de faire quelques études, etc. Même avec ça, il y a une concurrence terrible. Donc moi, j'ai toujours essayé de les encourager dans la voie qu'elles ont suivie. Voilà, exactement, et j'en suis très... De ça, je suis fier. Maintenant, vous êtes grand-père. Oui, tout récemment, oui. Bon, c'est un peu tôt, il ne va pas encore à l'école, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'école d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer. Déjà je pense qu'il faut changer, c'est le respect dû aux professeurs. Je trouve que là, il y a aujourd'hui un immense laisser-aller. Les professeurs ne sont pas des copains. Il y a quand même un respect dû à quelqu'un qui a le savoir. Alors, est-ce que tous les professeurs sont exemplaires? Probablement pas. Mais je pense que le respect dû aux professeurs doit absolument changer. Et qui dit respect dû aux professeurs dit également leur rémunération. Aujourd'hui, les rémunérations des professeurs sont scandaleusement basses, compte tenu en plus de tout ce qu'ils font. Parce qu'il y a des professeurs, des enseignants qui prennent vraiment, vraiment à cœur leur métier et qui vont bien au-delà en organisant des soirées théâtrales, des rencontres littéraires, que sais-je, etc. Donc je trouve que là, il y a un vrai travail. Un vrai travail et qui, je pense, est un chantier, je dirais, en perpétuel devenir. Vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'on a des choses à tirer aussi du modèle américain? Oui. Oui, notamment du modèle universitaire américain qui est axé presque autant sur le sport que sur la scolarité. Je dis bien presque autant, parce que, bon, on pense que tous deviennent des footballeurs professionnels. Non, c'est pas exactement le cas. Mais ce qui est vrai, c'est que la vie en plein air, aux États-Unis, notamment sur les campus, est beaucoup plus importante que chez nous. Beaucoup plus importante. Donc il faudrait plus de sport Ah, mais comment? Mais il suffit même d'aller dans nos pays voisins. Je pense à la Suisse déjà citée, ou l'Allemagne, les Pays-Bas qui est mon deuxième pays, comme je vous l'ai dit, où on fait du sport tous les après-midi. Il suffit d'ailleurs de regarder les résultats. La France n'est pas un pays de sport, Malika. La France est un s'en pays sort quand même pas mal. D'élite. L'élite de sport, mais pas la masse. Il y a une sorte de pyramide qui va comme ça, alors que moi je vous parle des Pays-Bas, qui est un pays beaucoup plus petit que la France, qui obtient des résultats largement égaux aux nôtres. C'est la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Nelson Montfort, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. On a souvent un exemple qui est assez parlant. Par exemple, si je vous parle de Mars, eh bien, en fait, les scientifiques connaissent mieux la surface de Mars que le fond des océans, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que l'océan, voilà, on vient tous de l'océan, c'est là où la vie est apparue. Et c'est donc aussi important de connaître aussi l'océan, cet écosystème. Donc c'est pour ça qu'on est totalement aussi légitime à l'aquarium de pouvoir parler donc des différentes thématiques pour la préservation de l'océan. Ouais. Y compris les espèces qui vivent dans l'océan. Je disais un chiffre qui était qu'on n'en connaît que 3%. Oui, c'est vrai. Voilà, au fond, on n'en sait rien, parce que si on dit 3%, c'est qu'on a idée des 100% restants. Mais enfin, ça dit vraiment... Ouais, c'est ça. C'est assez peu. C'est vrai qu'on découvre toujours de nouvelles espèces. Et au final, c'est vrai que par exemple, moi, je prends l'exemple aussi des coraux. Souvent, voilà, on va dire que le public ne connaît pas très bien les coraux, ces animaux donc, qui vont constituer les récifs coralliens. Ça représente même pas 1% de la surface des océans, et pourtant, à l'intérieur, vous avez quasiment un tiers des espèces marines. Donc, c'est vraiment un réservoir extraordinaire. Exactement, ouais. Vous avez énormément de vie, et donc, c'est très, très important de connaître donc, ces récifs coralliens. Bien sûr, vous avez des chercheurs qui travaillent pour connaître ces espèces et l'interaction entre elles au sein de cet écosystème. Et c'est aussi très important pour les activités humaines. Bien sûr, on n'oublie pas que ce soit la pêche, que ce soit aussi, par exemple, la protection des côtes, ou par exemple, de nouvelles molécules qui pourraient être découvertes justement dans ces écosystèmes. Un bon cocktail avec cet apprentissage d'un côté, Samantha, et aussi de l'autre côté, bien sûr, tout le côté académique. Et c'est un bon cocktail justement pour ensuite intégrer au bout de 3 ans le monde du travail? Oui, c'est ce que le DUT avait cette vocation-là également à sa création en 1966, c'était d'avoir cette possibilité de s'insérer rapidement dans le monde professionnel. C'était quoi les limites du DUT d'après vous? Les limites du DUT, là, qui s'est clôturé, effectivement, comme tu le disais, c'est qu'on peut maintenant s'inscrire sur Parcoursup tout de suite sur un parcours sur 3 ans. Ouais. Alors qu'avant, les étudiants postulaient
sur leur DUT. Et au bout de 2 ans, c'était qu'est-ce que je fais? Je dois relancer. Vite, quoi. Il y avait du stress assez rapidement. Maintenant, on s'inscrit tout de suite sur un parcours de 3 ans et la plupart vont rester dans ce parcours. Alors qu'avant, une partie allait en licence pro. Voilà, en fait, maintenant, aujourd'hui, le BUT 3, la 3e année, vient remplacer la licence pro. Et d'autres étudiants partaient sur, pouvaient réintégrer une licence 3 en université, faisaient d'autres parcours. Là, aujourd'hui, on a un parcours clair et ça, c'est bien, je pense, pour vous. Comme ça, surtout, c'est plus lisible pour toi, C'est ça, Manel? c'est plus lisible, on stresse moins. Parce que déjà, en 2e année, mes camarades qui sont en 2e année, ils sont en stress pour leur stage. Qui commenceront la semaine prochaine. Et en plus de ça, directement après la fin de leur stage, ils te feront chercher une licence en 3e année. Et ça sera un stress, mais je ne voudrais même pas imaginer le stress qu'ils ont en fait. Et je me dis que c'est... Merci, je suis en BUT. C'est quoi le podcast? C'est une chambre d'écoute pour se donner le temps, justement, de la réflexion. Je crois qu'effectivement, ça donne le temps de la réflexion, mais surtout, ça permet aussi d'aller sur des sujets qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus verticaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a sur les podcasts, et qu'on retrouve peut-être moins à travers les réseaux sociaux, à travers des médias traditionnels, c'est des sujets modernes comme le féminisme, comme beaucoup de sujets qui sont très spécifiques et dans lesquels on va en profondeur. C'est ça que je trouve aussi hyper intéressant dans les podcasts. Donc on propose aussi aux familles de prendre ce cahier. Et ce qui est intéressant avec ce cahier, c'est qu'au fur et à mesure de votre parcours à l'aquarium, vous allez pouvoir apprendre un petit peu les différents écosystèmes. Et puis vous allez avoir une petite surprise. On vous donne un cadeau à la fin avant de partir. Pour revenir à la maison. Allez, un dernier, des ateliers créatifs, qu'est-ce qu'on crée? Alors après, ça va être des ateliers que vous pouvez télécharger en ligne. Et ça va être du coloriage ou des labyrinthes, des ateliers vraiment ludiques que tout le monde peut faire, surtout les enfants, sachant que c'est notre cœur de cible. Et donc après, ça va être ce petit souvenir à ramener aussi à la maison. Et toujours pareil, avec par exemple, je peux donner un exemple, au niveau des requins, qu'est-ce que les requins vont manger en priorité? Est-ce que ça va être les poissons? Parce qu'on a un grand bassin avec des requins et des poissons. Et pourquoi les requins ne mangent pas les poissons? Exactement. Mais oui, ils sont idiots. Il faut manger une côte de bœuf à la place. Exactement. Ils mangent quoi, les requins? Alors, on leur donne à manger, on leur donne des morceaux de poisson, des petits bouts de poisson. Mais pas ceux-là. Pas ceux-là. Et donc, voilà, on leur explique justement que les requins, c'est pas non plus des grands mangeurs assoiffés de sang qu'on pourrait voir parfois dans certains films. Ni les mangeurs d'hommes. Non plus, également. Faire des citations en disant « laissez tranquille les requins ». Oui, tout à fait, c'est ça. C'est vrai qu'on est sur vraiment une déconstruction d'image par rapport aux requins qu'on a tous dans notre inconscient. Et donc, voilà, c'est ça qu'on essaye aussi de faire passer à travers nos animations, nos spectacles et voilà. Farah, quels sont les profils justement pour être intégrés dans ces BUT? C'est aussi bien des bacheliers technologiques que généraux? Vous nous avez dit que c'était technologique? En fait, il y a de tout. Moi, je sais que dans ma classe, il y a des gens qui ont fait ST2S, donc sanitaire et social. Moi, j'ai fait STMG, donc management et gestion. Il y en a qui sont sortis d'un bac S. Il y a même un garçon dans ma classe, il a 35 ans. Enfin, vraiment, il y a de tout, en fait. Et c'est ça l'avantage, je pense, des universités, des IUT universités et des études supérieures, c'est qu'en fait, on trouve de tout, on a des façons de penser complètement différentes qui fait qu'au fait, au final, moi je sais que dans ma classe, on est une classe hyper soudée et du coup ça nous monte grave vers le haut et donc après, pour valider notre année, c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, oui, les profils, il y a vraiment de tout. Vous avez fait appel à une star pour cette expo? Ah bien sûr, je pense que tout le monde connaît Maestro. Il était une fois, la série Il était une fois. Donc c'est vrai que là, on a vraiment notre public, nos cœurs de cible, qui sont donc les familles et les enfants, avec Maestro pour apprendre plus sur l'océan et apprendre à le connaître et à le protéger. C'est important de passer par des personnages? Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme je l'explique, en fait, on a des familles avec des enfants et pour faire passer des messages, eh bien, souvent, ça va être les personnages que les enfants vont connaître. Et donc là, Maestro est vraiment là aussi pour faire passer ces messages, pour découvrir donc aux enfants, au plus grand nombre, bien sûr, l'émerveillement qu'on peut avoir face à l'océan, à ses beautés, et aussi donc le message de préservation de l'environnement. Parce
que cette personne a quand même beaucoup d'ambition et d'heures d'écoute devant elle, puisqu'on tutoie quasiment les 300 épisodes depuis la création de Génération Do It Yourself. 300 épisodes, et en effet, des choses très différentes. Ça va de Alain Ducasse à, je sais pas, j'ai croisé hier Thibaut Elzière, le fondateur de eFounders, de Bob Sinclair à Patrick Mouratoglou ou Yannick Noah, dans des univers plus du tennis. Et c'est vraiment très large. Ce sont que des gens. En fait, mon trip à moi, c'est d'aller chercher des gens dans Génération Do It Yourself qui se sont lancés par eux-mêmes et de se dire qu'en fréquentant des gens incroyables dans leur domaine, les meilleurs parmi les meilleurs, et ben moi, je vais pouvoir augmenter ma moyenne. Et je pense qu'on est une forme de moyenne des gens qu'on fréquente, et que si on fréquente que des gens qui ont des moyennes extraordinaires, bah, a priori, je vais augmenter la mienne et celle de mes auditeurs. C'est l'idée. Et je crois que ça marche vraiment. Enfin, d'ailleurs, je vois que ça marche. Ouais. Et un bon invité, justement, pour Génération Do It Yourself, c'est un créateur, c'est une entrepreneur, c'est... En réalité, sportif, tout le monde, parce qu'on peut tous se construire dans son secteur. Parce que vraiment, la façon dont vous le labellisez, c'est ça, c'est le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont construits par eux-mêmes. Oui, et c'est vraiment très important pour moi. C'est-à-dire que je pense que l'entrepreneur, l'artiste, le sportif, la femme, l'homme politique, par exemple, sont des gens qui, à un moment, doivent se jeter dans le vide et croire que en eux. Quand potentiellement, les gens autour, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs copains leur disent mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu vas, c'est pas sérieux, t'as une situation stable, t'as un salaire, t'as quelque chose, tu vas pas te lancer, etc. Et ce que j'apprends au fur et à mesure, typiquement dans des épisodes comme Edgar Gros-Piron, qui est un champion olympique assez connu pour les plus âgés. Je vois ce que tu veux dire. Et bien, qui me dit, tu vois, on peut pas être champion olympique par hasard. Il faut l'avoir décidé. Personne n'est champion olympique par hasard. C'est pas parce que tu l'as décidé que tu vas le devenir. Par ailleurs. Il faut le vouloir à la base. Mais il faut le vouloir à la base. Ouais. C'est la première chose. Et donc voilà, l'idée c'est de se dire qu'à un moment, moi j'essaye de créer cette étincelle avec mes invités pour montrer aux gens qu'on peut le faire, qu'on peut essayer et que généralement, même si ça ne marche pas, généralement, on trouvera d'autres aventures, on le vivra bien. C'est la fin de ce grand JT. Regardez avec ces merveilles sur ce plateau, avec Birds Bunny. Grâce à Pierre Marcolini, on va se régaler. Ils ne vont pas faire long feu. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils ne vont pas faire long feu. Ils ne vont justement pas faire long feu non plus dans les boutiques du chocolatier pour ce lundi de Pâques. On vous souhaite un très très bon week-end, bien sûr, mais on n'y est pas encore. C'est la fin, donc, ce grand JT. Merci à toute l'équipe de School TV, canal 247 sur les Freebox et bien sûr, schooltv.com. À demain. Ciao.